Bonsoir mesdames et messieurs, merci de suivre ce journal. Passons à présent en revue le sommaire. Le dialogue politique et la décrispation du climat politique à l'ordre de la rencontre ce mardi entre le Premier ministre et le secrétaire exécutif du PDCI-RDA, Maurice Kakou-Gikawe, souhaite voir le dialogue des grands leaders politiques ivoiriens tel que prescrit par les accords signés entre le pouvoir et l'opposition ivoirienne. Et ce soir, le dossier EcoPlus met la lumière sur la procédure de passation des marchés publics, un processus de participation des entreprises au projet de développement de l'État de Côte d'Ivoire. Comment se fait la sélection? Quels sont les codes de la procédure, les intervenants, les enjeux? Autant de questions auxquelles répond la rédaction à travers le dossier économie de ce mardi. Et puis au Tchad, l'opposition s'unit pour la présidentielle du 11 avril prochain et désigne le notaire Théophile Bongoro. Il représentera donc l'Alliance Victoire au détriment de l'opposant historique, le président de l'UNRD, Saleh Kebzabo. Bienvenue dans ce 23h. À la primature, ce mardi, le Premier ministre Ahmed Bakayoko recevait le secrétaire exécutif du PDCI-RDA, Maurice Kakou-Gikawe. Les échanges entre les deux hommes ont porté sur le dialogue politique et les efforts entrepris par le gouvernement ivoirien pour l'apaisement du climat politique. Alexis Ouetraogo. Le chef du gouvernement Ahmed Bakayoko ouvre ses portes ce mardi au secrétaire exécutif du PDCI-RDA. Comment ça va? Maurice Kakou-Gikawe est venu s'enquérir de la bonne marche du dialogue politique à la veille des législatives. Nous sommes venus dans le cadre du dialogue politique, un processus dans lequel nous sommes rentrés pour faire un peu le point, pour noter les éléments positifs. Par exemple, la participation aux élections législatives, c'est acté. Également, les efforts qui ont commencé à être faits dans le cadre de la libération des prisonniers, en insistant que le mouvement puisse s'accélérer pour que ceux qui sont encore en prison puissent être libérés, et regarder aussi les autres points, tels que le dialogue des grands leaders qui se mettent en place. Et puis encore, on a parlé aussi du fonctionnement des partis politiques. Nous avons une oreille très attentive auprès de M. le Premier ministre qui a pris des engagements. Nous savons déjà les gestes qu'il a posés par le passé dans le cadre de l'application de ces accords et nous lui demandons de faire encore beaucoup plus pour décrisper encore mieux l'atmosphère pour que les différentes décisions prises puissent être appliquées et pour le bonheur des Ivoiriens dans le cadre de la réconciliation dont nous parlons tous. Hors du pays depuis de longues semaines pour raison de santé, Maurice Kakou-Gikawe a tenu à dire merci pour le soutien à lui apporté par l'État. J'avais été évacué et je suis revenu, donc il a dit merci au Premier ministre, au gouvernement pour cet acte qui a été posé. Après le boycott de la présidentielle, le PDCI-RDA est engagé pour les législatives du 6 mars prochain. Voilà, le dialogue, l'arme d'effort, disait Félix Houphouët-Boigny, et en Côte d'Ivoire, il est utilisé pour l'instauration d'une paix durable. D'autres initiatives en faveur de la paix, le ministre de la Réconciliation nationale rencontrait dans ce cadre l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire et la secrétaire d'État chargée des droits de l'homme. Le compte-rendu de Éric Goré. Le ministre de la Réconciliation nationale, Kouadio Konambertin, et la secrétaire d'État chargée des droits de l'homme en séance de travail. Les deux personnalités sont entourées de leurs collaborateurs. Au cœur des échanges, des sujets qui touchent à la réconciliation des Ivoiriens. Pour réussir sa mission, le ministre de la Réconciliation nationale se dit ouvert à toutes les propositions allant dans ce sens. La démarche que nous comptons donc mettre en œuvre, nous voulons donc associer toutes les institutions que la Côte d'Ivoire s'est donnée. Chaque institution, dans son domaine, peut être utile à la réconciliation. Pour sa part, la secrétaire d'État chargée des droits de l'homme salue l'initiative. Nous avons élaboré des stratégies dans un partenariat ministère de la Réconciliation, secrétariat d'État, en vue d'une réconciliation efficiente, prenant en compte les droits humains.
c'est après cette séance de travail dans les locaux du secrétariat d'État chargé des droits de l'homme que l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire a été reçu par le ministre de la Réconciliation nationale. Le diplomate encourage Kouadio Konan-Bertin dans ses nouvelles fonctions. Il convient à toutes les parties prenantes de se mobiliser pour faire de ce pays et de réaliser le potentiel de ce pays. Et je pense que sous l'égide de M. le ministre, ce travail sera fait, vu son parcours, vu sa compétence politique, vu son expérience. Occasion pour le ministre de se prononcer sur les relations qui lient la Côte d'Ivoire au Maroc. Les liens très étroits qui entre donc le Maroc et la Côte d'Ivoire. Et cela remonte depuis l'époque de Félix Houphouët-Boigny et Hassan II. Et nos relations aujourd'hui entre les deux pays frères, sont excellentes. Et ce ne sont pas les nombreux déplacements du roi en Côte d'Ivoire, du roi marocain en Côte d'Ivoire, qui me diront le contraire. Depuis sa nomination, Kouadio Konan-Bertin est sur le terrain pour rechercher les solutions qui vont unir davantage le peuple de Côte d'Ivoire. Consolider la paix et le vivre ensemble, c'est la mission de tout citoyen. Dans la commune de Cocody, le sport unit les Ivoiriens. 80 équipes de joueurs de pétanque venus de toute la Côte d'Ivoire participaient à un tournoi de pétanque. Malgré la compétition, vous allez le voir, les participants ont gardé l'esprit solidaire. Le témoignage de Astou Touré. Union, fraternité, convivialité et cohésion sociale. Voilà tout l'enjeu de cette rencontre sportive. Environ 80 équipes venues de différentes communes de Côte d'Ivoire se sont donné rendez-vous ici, sur ce terrain de Maracana, des deux plateaux, le temps d'un tournoi de pétanque. Ce jeu de pétanque est un grand facteur de cohésion. On a besoin de rassembler. Et aujourd'hui, la preuve est là. Nous avons de toutes les contrées de la Côte d'Ivoire, des représentants de toutes les équipes au plan national qui sont là et pour manifester leur intérêt à l'accompagnement de cette compétition-là, pour manifester leur joie. Après plusieurs heures d'affrontements sportifs, deux équipes tirent leur épingle du jeu, celle de Yopougon et Koumassi qui se disputent la finale. Finalement, c'est Yopougon qui l'emporte avec un score de 15 à 8. La compétition était un peu dure pour nous. Le match qu'on a gagné, on était toujours mené. Mais Dieu merci, on a joué, mais sans froid, sans faire parler à son partenaire. Je suis trop content. On a joué, on a donné le fort qu'on peut, mais ça n'a pas marché. Voilà, donc on va encore s'apprêter pour attaquer encore les autres compétitions. Cette rencontre sportive initiée par l'ambassadeur Éric Tabat, chef protocole du président de la République, vise à renforcer les liens d'union et de solidarité entre les Ivoiriens. J'estime que c'est des sports où on joue individuellement en même temps en équipe et c'est tout ça donc pour moi qui sont des marques de solidarité. Et je retiens que c'est des gens qui sont de divers domaines. Il y a des chômeurs, il y a des cadres de ce pays. Et c'est ce sport-là qui les réunit. Et moi, là où il y a un brassage de population, je pense que j'ai ma petite contribution. La paix, la solidarité, la cohésion, nous sommes tous des frères. Plus de 200 amateurs ont pris part à cette rencontre sportive. Rassemblés pour le développement, pour la réalisation des projets en Côte d'Ivoire, des fonds sont captés sur les marchés des capitaux. La Côte d'Ivoire obtient 557 milliards de francs CFA pour le financement du budget 2021. Cette opération sur le marché de l'eurobond est expliquée dans ce reportage d'Adama Koné. On regarde. La Côte d'Ivoire conserve toute son estime auprès des bailleurs de fonds internationaux. Dernière preuve en date, l'eurobond lancé le lundi 8 février dernier. Nous étions allés cette fois-ci pour chercher 850 millions d'euros. Nous avons eu 3 fois plus que ce qui était demandé en termes d'intérêt manifesté par les investisseurs. Le taux de rendement était beaucoup plus bas que celui qu'on a obtenu en 2020. En l'occurrence, c'était 4,3% pour les 10 ans. Alors, on a fait une autre mission liée à cela. C'était l'émission sur 30 ans. Alors, cette émission sur 30 ans, on a eu un taux de rendement de 5,75%, là où, à l'émission de cette obligation de 30 ans, on avait un taux de rendement de 6,625%. 850 millions d'euros, soit 557 milliards de francs CFA.
En moins de 3 mois donc, ce sont plus de 1000 milliards de francs CFA que la Côte d'Ivoire encaisse sur le marché international. Une performance remarquable au regard du tableau comparatif que dresse l'argentier ivoirien. Avec l'émission de 30 ans que nous avons eue à 5,75%, il faut savoir que le Bénin a fait une émission également en janvier d'un montant équivalent, mais sur 30 ans. Le taux d'intérêt obtenu par le Bénin était de 7,25%. Et hier, quand nous faisions notre émission, l'Égypte également a fait une émission, mais cette fois-ci sur 40 ans, avec un taux d'intérêt de 7,50%. Et il faut savoir également qu'un pays comparateur comme le Ghana a fait une émission sur 40 ans en février 2020 avec un taux de 8,875%. Quand vous regardez, vous voyez effectivement que la Côte d'Ivoire a des taux qui sont très favorables. Et tout ça, c'est dû effectivement à la gouvernance et aux performances économiques que nous réalisons sous le leadership du président de la République. Cette dernière opération a forcé l'appétit de 118 investisseurs individuels. Au ministère de l'Économie et des Finances, l'on affirme que ce succès est germé par la robustesse de l'économie ivoirienne. Et 2021 annonce de grandes perspectives sur le plan économique en Côte d'Ivoire. Les prévisions des recettes brutes attendues de la Direction générale des impôts s'établissent à un peu plus de 2,748 milliards de francs CFA, soit 16,9% de plus que les résultats obtenus en 2020. Ce sont des prévisions que présentait la Direction générale des impôts ce mardi. Le point de Jean-Louis Bango. C'est un résultat globalement positif réalisé par la Direction générale des impôts au cours de l'exercice 2020. En fin de parcours, les réalisations enregistrées par notre administration s'établissent à 2352,1 milliards de francs CFA. Il se dégage ainsi un écart positif de 56,2 milliards de francs CFA pour un taux de réalisation de 102,4%. En comparaison avec 2019, il s'agit d'une hausse de 49,3 milliards de francs CFA réalisée par la DGI, la Direction générale des impôts. Un résultat certes satisfaisant, mais en deçà du potentiel fiscal du pays. C'est pourquoi, pour 2021, les prévisions de recettes assignées à la Direction générale des impôts ont été revues à la hausse. Les prévisions de recettes attendues pour l'année 2021 s'établissent à 2748,7 milliards de francs CFA. Elles sont donc en hausse de 396,5 milliards de francs CFA. Pour relever ces défis, la Direction générale des impôts devra faire sienne les réformes et nouvelles orientations de développement. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est celui de l'ajustement de la population fiscale. C'est quelque chose dont on a souvent parlé. Mais je pense qu'il faut qu'on puisse commencer à progresser significativement sur ce dossier. Nous avons beaucoup travaillé à la digitalisation, notamment au niveau des grandes entreprises et des entreprises de taille moyenne. Aujourd'hui, il s'agit d'accélérer le déploiement de notre système intégré à l'intérieur du pays. La digitalisation et l'élargissement de l'assiette fiscale, donc, pour optimiser la collecte des recettes fiscales, notamment au niveau de l'impôt foncier et de la taxe sur la valeur ajoutée, TVA, tendon d'Achille de la Direction générale des impôts au cours de l'exercice 2020. Voilà la Direction générale des impôts qui attend donc de capter 2748,7 milliards de francs CFA de recettes brutes en 2021. Ouvrons à présent le dossier économie de la rédaction comme tous les mardis soirs. Nous vous proposons donc de mettre la lumière sur la procédure de passation des marchés publics, le canal qui offre aux entreprises privées de participer au projet de développement de l'État de Côte d'Ivoire. Les étapes de cette procédure, les intervenants, les enjeux. Ce soir, on vous dit tout sur la passation des marchés publics dans ce numéro Eco Plus proposé par Mahama Traoré. S'agissant de vos préoccupations exprimées par votre porte-parole, notamment le bitumage de certains axes routiers, et je voudrais les citer.
Zouenoula Beoumi, Zouenoula Daloa, Zouenoula Bavois. Je tiendrai mes engagements de les faire dans le prochain quinquennat. Des projets de développement accueillis avec enthousiasme par les populations, mais il faudra encore patienter, car tout projet à réaliser obéit à une série d'étapes à franchir, dont la désignation de l'entreprise qualifiée pour l'exécution des travaux. C'est la procédure de passation des marchés publics. Au ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier, cette responsabilité est dévolue à Drissa Traoré. Lorsque nous le trouvons à son bureau, sa tâche du jour, comme très souvent, consiste à examiner un dossier d'une centaine de pages. Il s'agit de l'offre formulée par une entreprise suite à un avis d'appel d'offres portant sur le marché de réalisation d'une voirie dans une localité de l'ouest du pays. Pour cette même offre, plusieurs autres entreprises se sont portées candidates. On regarde l'offre, c'est la soumission de l'entreprise. On regarde si le dossier il est conforme aux critères qui sont définis dans le dossier d'appel d'offres. Toutes les offres qui sont conformes aux critères définis dans ce dossier sont placées dans un tableau et c'est le moins disant parmi toutes ces entreprises conformes aux critères qui est sélectionné comme attributaire. Attributaire, c'est-à-dire l'entreprise retenue à l'issue de la procédure de passation des marchés publics. Cette procédure est composée d'une dizaine d'étapes, entre autres le traitement des dossiers d'appel d'offres, les demandes d'avis de non-objection, la publication des résultats et les délais de recours, enfin la notification de l'approbation du marché. Tout cela dans un délai réglementaire de 114 jours, comme le prescrit une ordonnance prise en 2019. Dans ce processus, Drissa Traoré appartient en réalité à une commission dite d'ouverture et de jugement des offres. La commission d'ouverture des plis et de jugement des offres se réunit pour procéder à l'analyse des offres qui ont été réussies. Après l'analyse, c'est au terme de cette analyse qu'on désigne les attributaires provisoires. Provisoires parce que les résultats doivent être soumis à la validation de la Direction générale des marchés publics. Veiller à la régularité de cette dizaine d'étapes est l'affaire de la Direction générale des marchés publics. Dans sa mission de contrôle, cette entité doit veiller à ce que les procédures soient conformes au Code des marchés publics. Tout se fait dans une course contre la montre afin de respecter les délais. Selon le Code, on a 5 jours pour donner notre avis. Donc quand le président de la commission nous saisit pour qu'on donne notre avis d'objection ou de non-objection, le dossier rentre dans les dossiers à traiter. Il va rentrer peut-être dans 2 jours après, ça va rentrer dans avant J-2, avant J-1, et aujourd'hui, je dois sortir absolument 4 dossiers. S'ils ne sortent pas, ça veut dire qu'il y a un problème. La réglementation du secteur de la commande publique offre aux entreprises une possibilité de recours. Généralement, nous tournons autour des 114 jours. Ça dépend des dossiers. Il y a des dossiers où il y a des contentieux et on peut aller au-delà. Mais quand il n'y a pas de contentieux, généralement, nous sommes en deçà des 114 jours. Lorsque le soumissionnaire estime qu'il a été évincé ou qu'une disposition a été mal appliquée à son détriment, alors il peut faire un recours. Il a deux possibilités. Il fait un recours direct en tant que partie à la procédure, ou alors ça peut être une situation de dénonciation d'une irrégularité. En cas d'irrégularité avérée, la procédure en cours peut être annulée et l'appel d'offres relancé. Autre conséquence, une peine d'une suspension de 2 ans infligée aux entreprises reconnues coupables de fraude ou de corruption. Il existe 3 types de procédures de passation des marchés publics. Ce sont les procédures concurrentielles, les procédures non concurrentielles que sont les marchés de gré à gré, les prestations à réaliser dans le cadre des avenants, des conventions, des lettres de commande valant marché et enfin les procédures concurrentielles simplifiées. Seules les procédures concurrentielles, que sont les appels d'offres ouverts et restreints, sont soumises au délai de passation. Cette dernière catégorie représente à elle seule 77% de la commande publique, selon une récente évaluation de la Direction générale des marchés publics.
Derrière cet effort de bonne gouvernance, la volonté de l'État de répondre aux aspirations des populations. Derrière chaque marché public se trouve la satisfaction des besoins de la population. Plus vite le marché est passé, plus vite le marché est exécuté et mieux les populations sont satisfaites. Dans la création des richesses, si vous êtes capable de comprimer des délais, vous êtes capable de comprimer des coûts et donc de dégager plus de bénéfices qui vont être utilisés dans le cycle économique. Et le ministre Moussa Sanogo de préciser que le gouvernement entend maintenir la dynamique de réduction des délais de passation des marchés. Pour preuve, de juin 2019 à juin 2020, la situation des opérations de marché public révèle que le délai moyen de passation a baissé, passant de 101,5 jours à 93,6 jours, soit une diminution de 7,9 jours. Un dossier instructif de Mahama Traoré sur les procédures de passation de marché public. Un dossier à revoir en replay sur rti.info. L'opération de déguerpissement sur les grandes emprises de l'autoroute de Grand Bassam a démarré ce 9 février, cela conformément à la décision de mise en demeure du ministère de l'Équipement, de l'Entretien routier. Les abords de l'autoroute sur une largeur de 100 mètres entre les agglomérations d'Abidjan et de Grand Bassam sont déclarés d'utilité publique et sur cette zone délimitée sont donc interdites toute transaction et toute construction, même précaire. Cette opération est prévue durer 1 mois. Une autre opération, elle participe cette fois à construire l'autonomisation de la jeunesse ivoirienne. Dans la commune de Bouaké, ce sont 68 millions de francs CFA qui ont été remis aux jeunes pour le financement de micro-entreprises et autres activités génératrices de revenus. Yasmina Ka et Kader Sogodogo. Des chèques d'une valeur de 68 millions de francs CFA à 16 jeunes à Bouaké en vue du financement de leurs projets. Cet appui s'inscrit dans le cadre des actions de développement de l'association dénommée Cellule Initiative Bouaké, une association d'intérêt général de financement et d'entraide qui accompagne le gouvernement et ses partenaires dans le programme de développement et d'appui aux jeunes. Rahman Kone explique le processus d'acquisition des prêts. Il faut d'abord venir au bureau de la cellule, rencontrer l'animateur qui va donc consolider votre projet et vous préparer. Et puis par la suite, vous allez passer devant un comité d'agrément. Avec le chèque de la CIB, j'ai augmenté ma production et aujourd'hui, vraiment, je suis fier. Grâce à eux, on a eu quand même des prêts pour pouvoir quand même développer nos activités. Créée en 2019, la cellule Initiative Bouaké est un programme social local de personnes de bonne volonté qui met l'accent sur l'emploi et l'autonomisation des jeunes par la création de micro-entreprises ou activités génératrices de revenus. Les bénéficiaires inscrits sur la plateforme profitent d'une formation et de financement remboursable de leurs projets. Cette initiative vise à travers l'insertion des jeunes à promouvoir leur autonomisation dans l'entrepreneuriat. C'était le compte-rendu de Kwasio Kwame. Nous restons dans nos régions et voyons de plus près ces 2 projets de développement dans le département de Saint-Fra, le bitumage de l'axe Boisflé et Saint-Fra et la construction de l'hôpital général de ce département. Les travaux ont débuté comme l'avait promis le chef de l'État au cours de sa visite d'État dans la Maraoué en septembre dernier. Soro Corona. Danse et chant des populations du département de Saint-Fra pour saluer l'annonce de ces 2 bonnes nouvelles. La construction de l'hôpital général et le bitumage de l'axe Boisflé-Saint-Fra long de 50 km. Travaux lancés par le président de la République. Le bitumage de cet axe routier a débuté avec le mouvement des machines. Les travaux de l'hôpital général seront lancés dans ce mois de février par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Pour les populations, la réalisation de ces 2 grands projets va changer le visage de Saint-Fra qui est déjà en chantier depuis le passage du président Alassane Ouattara en septembre dernier. Après la visite d'État, il nous l'a promis et que cela allait être chose effective. Donc c'est avec une grande joie. Au lieu de mettre 3 heures pour aller à Boisflé, nous n'aurons qu'à peine 1 heure de temps pour aller rejoindre nos parents de Boisflé. Ces nouvelles-là nous réjouissent en tant que population de Saint-Fra. Que ce soit l'hôpital, la construction de l'hôpital, ou bien encore le bitumage donc de ces routes-là. En tout cas, ça va être un très grand soulagement
pour nous, population de Saint-Fra. Cette rencontre d'information et d'échange a été également mise à profit pour parler de paix et de cohésion sociale, ciment de tout développement, d'où l'appel à des élections législatives apaisées. C'est aussi notre rôle en tant que leader politique du département et de la région d'amener les populations à la paix et à la cohésion sociale. Nous nous attelons à cela et nous sommes sûrs que ces élections se passeront donc dans la paix. Le président de la République a effectué une visite d'État dans la région de la Maraoué du 23 au 26 septembre 2020. À cette occasion, Saint-Fra a bénéficié de plusieurs infrastructures, bitumage de la voirie communale, un château d'eau pour mettre fin aux difficultés liées à l'accès à l'eau potable, des écoles primaires et centres de santé. Passons à présent au point de la situation sanitaire en Côte d'Ivoire. Ce mardi 9 février 2021, 107 nouveaux cas de Covid-19 sur 1480 échantillons prélevés, soit 7,2% de cas positifs ont été détectés. 238 nouvelles guérisons sont également annoncées. Aucun cas de décès également annoncé ce jour. La Côte d'Ivoire compte ainsi 30 074 cas confirmés de Covid-19, dont 28 024 personnes sont guéries, 165 en sont décédées. Il reste encore 1885 cas actifs. Il faut respecter les mesures barrières. Et face au coronavirus, les initiatives de sensibilisation se sont multipliées. Des acteurs de la société civile ivoirienne font d'ailleurs le point de leurs actions menées depuis mars 2020, période d'apparition du virus en Côte d'Ivoire. La rencontre a été soutenue par une exposition de photos dénommée Face cachée, un travail de recherche photographique autour de la Covid-19. Suivons ce commentaire de Walter Amadou Ouattara. Depuis mars 2020, des organisations de la société civile en Côte d'Ivoire sont engagées dans la lutte contre la Covid-19. Toutes les organisations de la société civile ont fait de l'information à partir des documents qui avaient été remis par le ministère de la Santé, ont sensibilisé aux mesures barrières, ont fait en sorte que les endroits qu'on pouvait désinfecter, qu'il y ait désinfection, et aussi nous avons réorienté la communication pour dire aux gens qu'il n'y a pas de coronavirus dans les services de santé. Il faut les fréquenter. C'est pour faire un point de ces actions menées que se tient cette troisième réunion du comité de pilotage du projet Liane 2, Entendez, leadership et initiative des acteurs non étatiques. Que le cœur de Liane, c'est de mettre en avant les actions de la société civile. Le projet Liane est un projet de l'Union européenne qui elle-même a d'autres gros financements. Disons que Liane a permis de manière très réactive, dès le début de la crise, de dégager quelques financements de l'ordre de 100 000 € sur des actions de prévention contre la maladie. La préoccupation maintenant, il ne faut pas que les mesures de prévention s'abaissent. La conférence conjointement animée par la Convention de la société civile, la Fédération nationale des organisations de santé et Caritas Côte d'Ivoire pour présenter le livre blanc de la société civile sur la Covid-19 ainsi que l'ouverture de l'exposition photo réalisée par l'artiste ivoirien Romaric Ibrahim ont constitué des temps forts de cette troisième réunion du projet Liane 2. Une personnalité ivoirienne n'est plus. L'ancien président de la Cour suprême, Tia Kone, est décédé ce mardi 9 février 2021. L'annonce a été faite par le président de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, Mabri Touakeuse. Dans cette disparition est une perte pour la région du Tongpi qui perd un de ses fils. Tia Kone, on le rappelle, a été président de la Cour suprême actuelle, Conseil constitutionnel, du 12 juillet 2000 au 13 avril 2011. À sa retraite, il a adhéré à l'UDPCI avant de créer son propre parti, l'Union pour la défense de la République, l'UDR. C'était en avril 2018. Et nous passons à l'actualité à l'international. Au Tchad, l'opposition se constitue en bloc pour la présidentielle du 11 avril prochain. 16 partis politiques réunis au sein d'une coalition dénommée Alliance Victoire ont désigné ce mardi le notaire Théophile Bangoro comme leur candidat. Il affrontera le président Idriss Déby Itno, candidat à un 6e mandat. Il a été désigné par 9 voix contre 5 face à l'ancien chef de l'opposition, Saleh Kebzabo.
Merci de nous avoir suivis. L'info revient demain dès 6h30 avec Régis Kofi et je vous retrouve à 10h pour un autre point sur l'actualité. Portez-vous bien.